Voilà, il est 11h30. Bonjour, bienvenue dans l'espace de l'ameublement français. Alors, vous voyez sur mon fond d'écran, c'est un espace virtuel de conférence tel qu'il était prévu au salon Équipe Hôtel. Alors, je suis entouré de Donatien Caratier, bonjour. Bonjour. De Claire Lequelec, qui est présidente du CFAI national et qui est architecte d'intérieur, d'abord, il faut le dire. Bonjour. Et de François Salane d'Intramuros. Bonjour François. Et bonjour à tous. Et voilà Richard Bagur qui représente la commission de communication du CFAI, qui est architecte d'intérieur CFAI à Lyon. Bonjour Richard, c'est bon? Bonjour, c'est bon, oui absolument. Donatien, bonjour, merci de venir nous rencontrer et vous présenter devant nous. Quelques mots sur votre parcours, peut-être déjà au départ, votre histoire. C'est un parcours un peu classique, on va dire, de fils d'ingénieur béton, de grand-père architecte, puisque mon grand-père était architecte et enseignant à UP6. Donc moi, j'ai toujours baigné dans cette industrie, dans cette mouvance. Petit, je mettais mon nez dans les planches à dessin. À l'époque, on était au rotring, on n'était pas du tout à l'ordinateur. Voilà, donc puis moi j'ai choisi une branche qui est l'architecture d'intérieur. Voilà. Donc je suis passé par Camondo, ensuite sélection du VIA pour du luminaire, et puis l'envie de partir à l'étranger m'a pris, donc 1 an d'Afrique et 25 ans Asie du Sud-Est. C'est pas banal. Voilà, et puis retour en France depuis maintenant à peu près 5 à 6 ans. Voilà. Mais toujours donc, avec mes activités. Vous avez vécu 25 ans en Asie. Oui, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Chine, différents pays. Et c'était au départ une démarche personnelle ou professionnelle pour aller chercher des marchés à l'étranger? Peut-être que l'Afrique était une démarche personnelle, et puis après, il y a eu un vrai choix d'aller en Asie pour une démarche professionnelle. Et quand je suis arrivé en 96 au Vietnam, on a monté la première agence. C'était la première agence d'architecture intérieure au Vietnam, à Ho Chi Minh. Et je suis fier de revendiquer aujourd'hui. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs. Mais voilà, puis on a travaillé, développé, on a amené notre savoir-faire, qui était assis sur ses études à Camondo, donc école assez réputée pour sa capacité d'enseigner comment organiser les espaces, de comprendre les volumétries. Voilà, puis après on est happé par la profession, on est appelé par le local, et puis après volonté de rentrer quand même chez soi. Donatien, alors je prends un peu la parole. Je suis un peu co-animateur avec Philippe. Je vais te tutoyer. On est du Conseil français tous les deux. On est confrères. Et je propose que ça soit également le cas pour Claire, bien sûr, qu'on arrive à se tutoyer entre confrères. Qu'est-ce qui caractérise ta démarche et ton style? Qu'est-ce qui a fait qu'on est allé chercher, ou qu'un architecte d'intérieur comme toi ait du succès à l'étranger? C'est cette capacité d'aborder un projet en termes de dessin, pas DE2SIN, mais dessin DE2SEN. C'est-à-dire c'est la gestion de projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à Camondo avec ses professeurs de qualité. La notion de dessin, c'est de pouvoir aborder un projet de façon, aujourd'hui, le terme serait holistique, très large, très global, et avec des clients intervenants, une problématique qui a un lieu, donc une volumétrie, puis un client final. Là, on va parler d'hôtellerie puisque c'est le sujet qui nous intéresse, qui est le client in fine, qui est la personne qui vient acheter des unités ou des services à travers l'hôtel. Voilà. En fait, c'est cette capacité, je crois, qu'on a eu, et j'espère qu'on a toujours, à avoir comme ça une vision globale d'un projet, avec cette touche, bien sûr, française, qui est ce petit plus, cette petite différence, peut-être du style, ou simplement, moi, je pense que c'est la capacité de gérer des projets et
non pas d'être conciliant, parce qu'il y a des fois où ça frotte un peu avec le maître d'ouvrage ou des entreprises, mais c'est toujours avec un sens moral, un code qu'on nous avait enseigné à l'école, entre autres, qui est d'être juste. Voilà. Et je crois que ça, au fur et à mesure dans nos projets, ça s'est vu. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des clients qu'on a depuis maintenant plus de 10 ans, avec qui on refait régulièrement des hôtels, qui est basé quand même sur cette façon d'approcher les sujets et le travail. Camondo, une école, tu me coupes si je me trompe, une école sur une formation sur 5 ans, c'est ça? Voilà. Donc reconnu, et Claire prendra la parole après, par le Conseil français, une formation lourde sur 5 ans, à peu près équivalente à celle des architectes, permis à avoir un bagage technique, bien sûr, un bagage artistique également, avec cette culture et cette filière historique qu'on a tous dans ce métier, l'Union des artistes modernes, l'UAM, qui est à l'origine un petit peu de cette filière qu'on aime tant, avec quelqu'un qu'on représentera pas, qui est Charlotte Perrand, qui a exposé récemment. Donc c'est cette formation et c'est ce bagage qui t'a permis de répondre à des exigences diverses et variées, avec des grands architectes, j'imagine, aussi. Alors oui, on est carrefour, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un carrefour entre ces arts appliqués et cette profession qu'est la profession d'architecte. Moi, mon expérience à l'international, et surtout cette partie du monde qui est l'Asie du Sud-Est, c'est ce mariage de compétences. C'est-à-dire que en fait, on est nommé sur des projets au même moment que les architectes. Il y a une vraie relation qui se met en place en amont. Parce que nous, en fait, on a en main le programme du in fine du projet. Bon, si c'est les hôtels, bien sûr, c'est le cahier des charges des hôtels. Là où l'architecte a un programme également de la part des hôteliers, mais aussi un problème en termes d'urbanisme, de documentation locale, qui est quand même très complexe et très lourd aussi à porter. Voilà. Donc, on porte chacun notre part de responsabilité par rapport au projet. Et du coup, d'être en synergie, il y a une vraie complémentarité. C'est-à-dire qu'on n'est pas soustractif. On ne vient pas prendre une part du travail de l'architecte et vice-versa. On est en addition. C'est-à-dire on rajoute quelque chose de savoir-faire qui est assis sur ses études de 5 ans, l'autre plus une année préparatoire, qui nous permet de voir les éléments structurels, donc de se rapprocher des besoins de l'architecte et de le comprendre, tout ce qui est la gestion des fluides, les fluides froids, chauds, les fluides électriques et autres. Et c'est vrai que dans l'hôtellerie, comme on sait, ce sont des problématiques qui sont très, très, très complexes. Parce que quand on nous demande, par exemple, de déplacer une cuisine arrière, ça a des conséquences très importantes. Voilà. Ça t'arrive d'intervenir sur le bâti? Est-ce que ça t'arrive d'arbitrer sur des éléments architecturaux qui sont pas forcément des poteaux porteurs, des choses? Est-ce que tu arrives à rentrer dans un échange étroit, technique, avec l'architecte sur la conception des volumes intérieurs? Basé justement sur cet acquis de volumétrie et de l'organisation des descentes de charges, des buildings, des éléments constructifs, oui, on a ces discussions en amont qui nous permettent non pas de venir discuter un projet architectural, mais d'aider à continuer le travail effectué pour que l'expérience à l'intérieur de ce bâtiment corresponde au programme de la marque. Là, on parle de l'hôtellerie. Voilà. D'accord. Il y a un échange qui se fait, une complémentarité qui se met en place. Je vais prendre par exemple, on a travaillé sur le JW Marriott à Hanoï, il y a de ça maintenant une dizaine d'années, et on avait le hall dining, donc ce qui est l'espace pour manger, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, et on avait une forêt de poteaux qui était dans cet espace-là. Et pendant une réunion en commun avec tous les corps d'État, on était 40 autour d'une grande table, eh bien, moi j'ai soulevé l'idée de retirer les poteaux porteurs et on s'est retrouvé en fait avec des caterpillars, donc des porte-à-faux de 2 mètres, et tout ça a été travaillé en instant T avec l'architecte, l'ingénieur. On avait aussi le quantitatif, donc l'étude des coûts, et il y avait vraiment cette synergie-là qui était merveilleuse, qui était en place, qui nous a permis de faire évoluer pour l'individu, pour le client,
la qualité de l'espace, sans toucher bien sûr à l'intention architecturale. Tu nous présentes, Donatien, quelques projets. Fais-nous rêver un peu, fais-nous voyager sur des projets que tu as réalisés. Alors, récemment, voilà, on a ce qui est intéressant, c'est cette relation avec le groupe Accor qu'on a en Asie. Puis là, en l'occurrence, on va avec le même. Voilà, c'est ces marques françaises qu'on aide au développement sur l'international. Donc là, on est sur une réception et un extérieur qu'on a effectué sur le Club Med de Bintan. Avec Olivier Godet, donc à partir de Singapour, le travail d'équipe du Club Med. Là, on est sur du Parc Hyatt. Donc, c'est le projet sur lequel on travaille actuellement, Parc Hyatt Maldives. On est sur les résidences présidentielles. Donc là, c'est du très haut de gamme, alors avec des problématiques complexes, puisque là, on est, alors en l'occurrence, en relation étroite avec l'architecte, puisqu'on est sur pilotis. Donc, c'est un bâtiment qui est sur pilotis. Donc, on peut pas changer les piles actuellement parce qu'elles ont déjà été faites. Mais par contre, on fait des extensions. Donc, on travaille avec l'architecte pour agrandir des espaces, pour gagner en qualité d'espace et avec les ingénieurs locaux. Ici, on est sur le Hyatt Regency Phuket également. On a complètement repris le restaurant. Donc, c'est une stylistique qui est basée sur un club de sell, un selling club. Voilà, c'est ça, ici, sur celui-ci. Alors, c'est nous qui informons, qui donnons les directions, les concepts. Donc, c'est pas seulement un travail de volumétrie ou de surface, mais c'est aussi un travail conceptuel pour asseoir un projet. Après, le marketing s'empare de ces éléments-là pour travailler, pour faire les promotions. Là, on est à Phuket, toujours à l'Hyatt Regency, une terrasse effectuée pour voir ce magnifique coucher de soleil. C'est un endroit dangereux parce qu'on a tendance à y rester et boire un peu trop. Une question pour avoir de tels projets. Est-ce qu'il y a des appels à projets? Est-ce que comment Alors c'est la marque avec qui tu as un accord préalable? Non, comment ça se passe? Alors voilà. Non, on est sur réputation en fait. Le fait d'avoir effectué des projets, on a des clients qui voient ce qu'on a fait et en fait on est choisi en amont. Aussi parce que je pense qu'on est français et qu'on a fait un travail de qualité là-bas en Asie sur certains projets. On a eu deux concours internationaux gagnés pour le Sofitel Accor et le Sofitel Luang Prabang au Laos. Voilà, donc c'est des gros projets. Donc à un moment donné, ça parle tout seul. On n'est pas sur des appels d'offres. Mais par contre, on a une relation étroite avec Accor Bangkok, bien sûr, et les clients qui sont des gros développeurs locaux. Ouais. Là, sur ce qu'on voit, pardon, tu veux commenter cette photo peut-être? Non. Voilà, ça c'est c'est un projet. L'intégration des fluides. Voilà, c'est un projet intéressant parce qu'on est arrivé dans un hôtel, c'est le Pullman de Yangon, donc en Birmanie, au Myanmar aujourd'hui, et en fait c'était un intercontinental. Sauf qu'il y a eu des problèmes de licence et autres, et maintenant c'est devenu un Pullman. Donc là, on a été nommé dans une problématique complexe qui est de faire rentrer les spécifications d'un Pullman dans un intercontinental. Donc on a dû reprendre l'ensemble des fluides, remettre les îlots du restaurant. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un travail très très technique. Parce que là, on a appelé l'architecte ou on a appelé l'architecte d'intérieur. Alors de fait, l'architecte a fini son travail depuis longtemps. Donc là, c'est absolument pas un travail d'architecte, mais c'est réellement un travail d'architecte d'intérieur, puisque là, on doit réarchitecturer les espaces en fonction d'une nouvelle marque. Donc je disais, tous ces flux-là doivent être organisés. Et là, j'ai une anecdote qui est rigolote, c'est que en arrivant de Paris, j'arrive le soir, et il y avait un mur entre la réception et l'espace de restaurant, et je dis au client, non, on a un problème. Chez Pullman, tous nos espaces sont ouverts. Ce mur-là, il faudra à terme le descendre. Il faut que je vérifie avec l'ingénieur et autres. Bon, voilà, on va dîner, on va se coucher. Le lendemain matin, je reviens, le mur était déjà tombé. Donc, ce qui veut dire, c'est que nous, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, il y a une extrême exigence. Il faut qu'on fasse très attention parce que
Et c'est là où c'est intéressant d'être dans une corporation parce que il y a une déontologie, il y a des codes, il y a quelque chose qui nous fait prendre conscience de l'importance de notre travail. Voilà. Voilà. Et après, ça, c'est le travail final, c'est en opération. Sur ce qu'on voit des photos, tu es à l'origine, avec ton équipe, du travail sur les volumes. Oui. Tu es à l'origine du travail sur la prescription mobilier, des couleurs, de la décoration, du design. On est d'accord que tu chapeautes l'ensemble de ces prescriptions. Voilà, on a un travail classique qui est adossé sur un APS, APD, et puis après le cahier des clauses techniques, donc qui est un travail classique, mais sur l'ensemble de la prestation, en effet. Voilà, là on est sur le Sceaux Sofitel, donc on est donc sur Wahin. Où là, on a eu typiquement, ce qui s'est passé, c'est que l'architecte avait fait un travail de volumétrie des espaces, donc des chambres du bâtiment, parce que c'était 2 extensions là qui ont été créées à terme, c'était la 2e extension. Et en fait, les codes de la marque du travail qu'on avait effectué n'étaient pas pris en compte. Donc là, on est réintervenu encore une fois pour faire ce travail de volumétrie, d'ouverture des volumes, de faire entrer les codes de la marque. Donc c'est assez complexe comme approche. Avec un code graphique, des fichiers graphiques que tu as créés, j'imagine. Voilà, qui est créé. Là, voilà. Super. Entre autres, on a. Alors là, on travaille, on fait appel à des sociétés françaises au niveau du textile, Pierre Fray et autres pour ces tissus-là, qui sont très connotés et qui ont une forte écriture. Et il est vrai que on a nous dans nos spécifications cette vraie volonté de travailler avec les artisans et les fabricants français, parce qu'on sait que la qualité, elle est présente et que généralement, on a en face de nous des qualités chinoises ou locales qui, on le sait, sont certes moins chères, mais pour un hôtel qui doit avoir une durée de vie d'à peu près 10 ans, on sait que c'est impossible de spécifier comme ça ces produits locaux. Donc il y a des marchés qui sont ouverts, qui sont à ouvrir pour permettre d'aller justement en parallèle avec ces marques. Il faut toujours qu'il y ait un support de la marque, bien sûr, parce que c'est important, parce que tout ça, on touche aux finances, qui nous permet à nous d'être efficients à l'international. Je pense que Philippe aura des questions à te poser à ce sujet-là. Ouais. Moi, j'aurais voulu, avant de donner la parole à Claire et qu'on aborde le sujet effectivement des fabricants et des entreprises que tu arrives à faire travailler, j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui le Conseil français, quelle est ton implication avec cette association qui représente ce métier dont les formations comme Boule ou Camando sont des formations référentes. J'aurais voulu savoir comment tu t'impliquais. Je m'implique. Alors, je vais faire un petit historique. Moi, j'ai toujours baigné dans cet environnement d'architecture, d'ingénierie. Donc, j'ai conscience de ce qu'est le corporatisme. La corporation, en italien, c'est corporari, ça veut dire faire corps. Voilà. Et le fait d'être à l'étranger pendant 25 ans dans des pays, ce qu'on peut dire du secteur informel, un peu difficile à travailler parce qu'il n'y a pas du tout de structure. Donc, il faut être construit soi-même. Donc, il faut avoir une déontologie. Il faut avoir un code du travail, une méthodologie précise qui permet de donner corps à des projets. Voilà. Donc, ça, c'était en Asie. Après, en France, le besoin se fait de façon presque légitime d'appartenir à une corporation, à un ordre, et de fait le CFAI, unique représentant aujourd'hui, a eu du sens pour moi, et c'est pour ça donc que je me suis présenté pour être administrateur à Paris du CFAI et avoir ce sentiment d'appartenir comme ça à une corporation, à un ordre qui espère amener à mieux définir cette profession d'architecture d'intérieur, d'architecte d'intérieur, qui est cette complémentarité avec l'architecte, complémentarité, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'additif, c'est pas quelque chose de subtractif. Ça, c'est un élément important. Ok, Claire, donc notre présidente, qu'on salue pour sa présence aujourd'hui. L'antériorité, Claire, du CFAI, je crois l'OPQAI 81. Tu peux nous expliquer un petit peu l'antériorité et les fondamentaux de cette corporation qui représente tellement la profession d'architecte d'intérieur à l'international, comme par exemple Donatien le fait si bien.
Eh bien, oui, donc le CFAI existe depuis 2000, mais effectivement, il émane de l'OPQAI qui a été créé en 81, et qui était l'organisme de qualification des architectes d'intérieur. Il avait pour but en fait la reconnaissance de ce métier d'architecte d'intérieur, et à l'époque, l'OPQAI était présidé par le CNOA et un architecte d'intérieur. Donc, le CNOA, c'est l'ordre, hein, c'est ça? Le Conseil national de l'ordre, oui. Voilà, des architectes. Et donc, pendant une vingtaine d'années, les architectes d'intérieur ont fait un petit peu leurs preuves jusqu'à ce que le CNOA se rende à l'évidence que la profession pouvait aller de l'avant par elle-même. Et c'est ainsi qu'en 2000, donc, ça a été la fin de l'OPQAI et la création du CFAI, donc du Conseil français des architectes d'intérieur. Est-ce qu'à l'époque de l'OPQAI, les premiers présidents étaient des architectes? Il y avait le président, oui, il y avait un président, une coprésidence avec un architecte d'intérieur. Il y a un architecte, d'accord. Et donc, sur les fondamentaux du Conseil français, formation, déontologie, tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Pour ce qui est du CFAI, donc juste pour resituer un petit peu ce que nous sommes, donc on est une association 1901 où on a un petit peu à peu près 850 membres, qui a un petit peu 3 objectifs, c'est-à-dire suivre la profession à travers sa formation, donc une formation qui est dispensée en 5 ans dans une quinzaine d'écoles reconnues par le CFAI, aussi bien publiques que privées. Tu peux en citer quelques-unes d'écoles, un peu dans toutes les régions, si t'en... Dans toutes les régions. Donc, non, mais il y a les AIL à Lyon, parce que je suis... Il y a les AIL à Lyon, il y a Camondo, il y a Boulle, il y a l'ENSAMA, nous avons les AM Design, les fêtes, qu'est-ce que j'en oublie forcément? Des belles écoles. Voilà, on a des belles écoles, on a Charpentier, on a l'École Bleue, l'ESAT, l'EDNA à Nantes, l'IFAT à Vannes. Voilà, on a Penningen aussi. Donc, on a en tout 15 établissements qui, donc, comme je le disais, dispensent une formation en 5 ans. Et comme tu le disais tout à l'heure, se rapproche effectivement des 5 années d'études des architectes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Formation. La formation? Formation esthétique et technique, j'imagine, en 5 ans. En 5 ans, c'est ce qui fait que Donatien a capacité à répondre à des exigences volume et structurelles. Alors, cette formation, elle est travaillée depuis de nombreuses années par nos précédents bureaux et membres. C'est-à-dire que dans le cadre de la DAPA aussi, pour tout ce qui était formation dans les écoles, nos anciens membres s'en sont beaucoup préoccupés. On a eu d'ailleurs des anciens qui étaient illustres. Hein. J'ai une pensée pour Thierry Conquet qui doit nous écouter, ancien président et bras droit de Putman, qui est pas effectivement quelqu'un qu'on présente aujourd'hui. Il y a des gens illustres qui ont été et qui sont architectes d'intérieur CFAI, comme Rochon, comme Villemotte aussi, comme Stark, il y a beaucoup de grandes figures de l'architecture d'intérieur qui effectivement sont passés par là avec des présidents illustres. Et donc voilà, sur l'image de la profession et sur effectivement ce que nous a apporté le Conseil français, sur les fondamentaux, la déontologie. Tu voulais rajouter quelque chose? La déontologie, c'est une chose, mais je pense que c'est plus les valeurs du CFAI que de valoriser la profession, de la protéger, de la faire grandir, de la faire reconnaître aussi.
Là sont les valeurs du CFAI. Et puis, juste pour rebondir sur ce que disait Donatien tout à l'heure, dans son intervention, finalement, ça montre bien que l'architecte d'intérieur agit dans le cadre bâti et qu'il est là pour sublimer le cadre bâti en lui conférant une ergonomie, un cadre de vie, une ambiance aussi. Voilà, enfin, on voit notre mission, on voit notre métier à travers ces qualités. Et puis, je pense aussi qu'il faut accepter cette collaboration architecte d'intérieur pour sublimer des lieux. Est-ce que tu peux nous parler, avant que Philippe prenne la parole, parce qu'il va vouloir questionner Donatien sur les marchés internationaux, est-ce que tu peux nous parler du kit méthodologie, qui est un des gros travaux que tu as entrepris pendant ta présidence, le kit méthodologie qui est au travail par la commission de communication. Je pense que c'est un élément important pour nos jeunes architectes qui nous écoutent. Alors, le kit méthodologique, il a été effectivement mis en place de manière à donner un peu un fil de conduite, une ligne conductrice pour les futurs architectes d'intérieur et pour les architectes d'intérieur aussi qui parfois se lancent sans toutes les pièces nécessaires dans leur projet. Donc, c'est un kit qui reprend toute la trame du projet, de l'esquisse jusqu'à la réception, sous forme de fiches, avec des fiches explicatives pour les remplir correctement et pour être guidé tout au long de la mission. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un kit qui est en ligne sur le site pour tout adhérent. Très bien. Et prêt dans nos écoles membres, auprès des étudiants et des futurs professionnels. Très bien, très bien. Merci Claire. Donatien, par rapport à ce confinement, cette crise effectivement qu'on vit aujourd'hui, est-ce que toi, ton agence et l'hôtellerie bougent? Est-ce que tu as des demandes? Déjà, ton agence, comment tu fais pour travailler? Et après, est-ce que tu peux nous projeter un peu sur peut-être des projets qu'on te demande de réaliser, nous mettre un peu dans la confidence? Voilà, sans pour autant dévoiler tes secrets, mais sur la redéfinition du besoin de l'hôtellerie. C'est une vraie bonne question parce que on s'est dématérialisé il y a 7 ans déjà. À Bangkok, il y a 7 ans, on s'est dématérialisé, c'est-à-dire qu'on on allait dans un coworking, dans un espace de coworking, où on a donc commencé à déstructurer le schéma classique du travail que l'on avait. Et j'ai été le premier surpris de voir que cette approche requalifiait les projets d'une façon différente, avec plus de synergie avec les gens avec qui on travaillait. Donc définitivement, le travail du designer diva n'est plus de mise. Et c'est en ça que je reviens sur ce projet de dessin DE2SEN qui est la notion de projet, avec différents intervenants, même au sein d'une équipe, qu'elle soit proche ou lointaine. Donc nous, on a dématérialisé il y a 7 ans, et il est vrai qu'aujourd'hui, en Asie, qui est un secteur qui reste quand même dynamique, ils profitent de cette crise justement pour réinvestir les hôtels, les remettre en place. Et nous, on a signé plusieurs projets pendant cette période de confinement. Voilà. Alors, ils sont à même, de par les crises locales, d'être plus réactifs, là où nous, on découvre ces crises, on découvre un enfermement, on ne sait pas trop ce qui va se passer demain et après-demain. Donc en France, il semblerait que la situation soit plus critique. J'ai ouï dire que 60-65% de la profession des hôteliers est en danger, et est-ce qu'il n'y aurait pas là une opportunité? Parce que c'est ça ce qui se passe en Asie, c'est cette opportunité de faire différemment. Et c'est une opportunité d'aider à un moment donné l'hôtel à devenir une agora, donc un lieu différent de ce qu'il est aujourd'hui. D'ouvrir vers les tiers-lieux, mais en fait, c'est d'être non plus concentrique, une nuitée ou restaurant, mais d'être ethnocentrique, c'est-à-dire d'être ouvert sur la ville avec des prestations avant, pendant, après différentes, assis de fait sur des objets Internet qui permettent de mettre en relation l'hôtel avec les prestations externes. Et là, il semblerait qu'il y ait un devenir possible. Mais c'est un sujet très complexe et difficile à manier de fait. Donc nous, on souffre pas trop
à l'international, là où il semblerait qu'ici, au niveau local, on soit encore dans la crise et les difficultés sont à venir. Philippe? Il y a plein de choses, il y a plein de questions, on n'aura pas le temps de tout aborder. Non, il y a, en vous écoutant, j'ai l'impression, mais vous allez me le confirmer ou pas, qu'on a une image plutôt positive de l'architecte d'intérieur français, grâce en partie à des belles écoles et à des savoir-faire, et que quelque part, il y a, vous l'avez évoqué aussi, une certaine image de marque de fabrication française, en textile, en ameublement. Et je me demande si on profite bien de cette image pour être, entre guillemets, être bon commercialement, c'est-à-dire d'être une offre de proposition un peu plus importante, un peu plus collaborative peut-être entre architectes et des marques, et entre des marques et des architectes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à y aller ensemble, entre guillemets? Ah ben encore une fois, ça c'est une vraie bonne question, parce que il nous est arrivé à maintes reprises sur des projets de spécifier des objets, des matières françaises et de se rendre compte qu'il n'y a pas de représentants localement. Ouais. Et donc on est surpris, puisque je parle de grandes marques, de grandes marques. Donc, ou alors le catalogue qu'on a localement est un catalogue de 2015 alors qu'on est en 2019. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est une problématique. Il est vrai que d'avoir une vraie démarche, une vraie synergie entre des prestataires de services que nous sommes, des acteurs locaux qui sont à même de connaître les réglementations locales et ces sociétés de l'ameublement françaises, il est vrai qu'il y aurait une synergie, une discussion à avoir pour essayer de comprendre comment être non pas compétitif, parce que c'est très compliqué d'être compétitif vis-à-vis du marché chinois, mais être corporatif, c'est-à-dire de faire en sorte que la qualité proposée soit comprise, surtout sur l'hôtellerie où on est sur 10 ans, qu'on fait un hôtel, c'est entre 8 et 10 au niveau du PNL. Donc, qu'ils comprennent qu'on est sur de la valeur ajoutée. Voilà. Et c'est cette valorisation de cette valeur ajoutée qui est complexe aujourd'hui. Alors, peut-être qu'en France, et le secteur de l'industrie est un peu assis sur, justement, ce savoir-faire et autres, peut-être attentiste, je ne sais pas, ça, j'ai du mal à le comprendre, mais ceci dit, il y a un manque de représentation, évident. Ça serait quoi la méthode ? Déjà de s'asseoir, et c'est ce pourquoi le CFAI, à mon sens, est essentiel, parce qu'on parle d'une corporation, d'un ordre, d'une représentation qui pourrait peut-être initier justement cette table ronde, si vous voulez, entre les marques type Accor ou les marques, marques françaises, on sait, on connaît ce gros mastodonte qui, même si aujourd'hui souffre, on sait que les années à venir vont être florissantes quand l'activité va reprendre, et d'être proche de ces gens-là, puisque ce sont des gens qui ont un fort pouvoir décisionnaire. Mais la vocation du CFAI n'est pas forcément d'être un soutien commercial. Par contre, ça peut être un lieu de rencontre. C'est ça. Alors, ça peut être, non, mais ce que je veux dire, d'initier une discussion, c'est pas un super, mais c'est d'initier une discussion dans le sens d'initier une synergie. Voilà. Ouais. L'initier, c'est faire en sorte que chaque acteur à un moment donné d'un marché puisse se supporter l'un l'autre à l'international ou même au local. Et à mon sens, c'est aussi le rôle de ces différentes institutions. Pour en avoir discuté avec Donatien récemment, et par rapport à la question, Philippe, que tu as forcément envie de poser même plusieurs fois sur le fait comment les entreprises françaises peuvent introduire ce marché étranger. Tu disais, Donatien, qu'il fallait avoir une entreprise locale ou quelqu'un de local qui soit déjà intégré pour recevoir. C'est ça. Explique un peu pour donner des idées à ceux qui nous écoutent et qui voudraient développer le marché là-bas. Voilà. Alors de fait, il y a un savoir-faire avec des technicités, avec une qualité de détail, une qualité de mise en œuvre, c'est évident. Et localement, il y a aussi un savoir-faire. Ceci dit, l'exigence n'est pas la même. Et c'est-à-dire l'exigence qu'on a nous est parfois, je ne vais pas dire tout le temps, mais parfois nettement supérieure en termes de détail et de qualité de matériaux et autres.
Voulant dire que une synergie doit être trouvée parce que il faut qu'il y ait un représentant local. Pourquoi il faut et pourquoi est-ce une nécessité? C'est qu'il y a des systèmes d'importation, de marché, de visibilité du marché et autres qui sont importantes. Et un bureau de représentation n'est pas suffisant. Peut-être sur la Chine parce que le marché est tellement grand, mais sur des pays limitrophes où il y a de fortes activités en termes d'hôtellerie, en termes de besoins d'agencement, le partenaire local est à mon sens, à travers la Chambre des commerces, la première démarche à faire, c'est de trouver son alter ego, de trouver son commun dans la gamme de produits et autres. Je connais mal l'Asie, mais pour des PME, parce que malgré tout, on représente des PME, d'avoir un représentant au Laos, au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, en Japon, etc. C'est peut-être un petit peu compliqué. Je sais pas, je suis pas un expert de. Oui, c'est complexe. Alors il y a des pôles d'activité qui sont Singapour, Bangkok, Shanghai. Donc c'est là où il faut se regrouper et à partir de là avoir la possibilité de rayonner. Mais de toute façon, être parallèle aux marques. Accor, ils sont à Bangkok. Accor Bangkok, c'est à Bangkok. Ils sont pas à Laos, tout ça. Ils ont une activité, ils rayonnent, si vous voulez. Voilà. D'accord. Donc c'est ce type de relation à mettre en place en amont. C'est du long terme, mais il y a de fait, il y a des marchés parce que de toute façon, des intérêts communs, quoi. Il y a des intérêts communs à réfléchir, du moins. Je donne un exemple. J'avais travaillé sur un projet au Vietnam, sur un projet d'appartement. C'est une boîte italienne qui est venue et qui a fourni l'ensemble des salles de bain et des cuisines. Bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient localement un représentant. Ils étaient rentrés en relation avec des entreprises. Comment dire, valoriser un savoir-faire. Donc, c'est faisable. Ça reste ouvert à des marchés européens, à des entreprises européennes. Ça reste ouvert. Bien sûr, bien sûr. François Salane, peut-être une question? Oui, est-ce qu'une présence supplémentaire sur Internet, par exemple, ça peut aider les acteurs français, justement, des aménagements intérieurs? Est-ce qu'on peut jouer cette carte d'Internet ou est-ce qu'il faut vraiment être physiquement présent sur place, Donatien? Alors, en effet, la question a du sens aujourd'hui, sachant que pour me citer, et je m'en excuse, aujourd'hui on travaille sur des hôtels, mais où la présence physique est impossible. Donc on a mis en place une démarche différente avec de la vidéo et quelqu'un qui est nommé sur site et qui est corvéable 24 heures sur 24 quand on a une question, quelque chose. Donc aujourd'hui, alors c'est un peu tôt pour y répondre, mais avoir une présence, c'est quoi? C'est être en relation avec quelqu'un localement. Et cette relation, elle peut être physique ou elle peut être par Internet. Il faut qu'il y ait une relation. C'est-à-dire comprendre qu'un acteur local a un intérêt à avoir de la plus-value par un acteur français et vice-versa. Il y a un mariage de compétences. Ce mariage de compétences, il peut avoir différentes formes et différentes figures. J'ai une question des auditeurs, comme on dit. Peut-être pour Claire, existe-t-il des cursus de formation continue agréés par le CFAI? Alors, agréés par le CFAI, non. Cependant, les écoles qui sont reconnues par le CFAI proposent des formations continues en cours du soir ou en condensé, si je puis dire, dans le cadre de reconversion. Pour ça, il faut se rapprocher des écoles parce que toutes ne le font pas forcément, au même titre que les VAE, toutes ne le font pas forcément. Donc, il faut vraiment se rapprocher des écoles. On a un site internet, tu peux en parler, Claire. On a un site internet.fr, cfai.fr, qui est accessible assez facilement. Voilà, et qui a toutes les informations. Il y a les informations qui sont en ligne, et puis on a aussi un tableau concernant les écoles et tous les diplômes qu'ils dispensent. Et la différence entre CFAI et Pôle Action, comment ça... Alors, je vais peut-être prendre moi la parole. CFAI, le CFAI, ça représente la profession, c'est notre ordre. Ça réglemente effectivement la formation. C'est quelque chose qui ne peut pas, n'a pas une fonction syndicale. Voilà, le pôle action, alors pour expliquer le pôle action, merci Philippe de donner la parole là-dessus. On est plusieurs architectes d'intérieur CFAI à nous être regroupés il y a maintenant 6 ans, parce que on a souhaité créer une association un peu plus dynamique qu'on a appelée Pôle Action des architectes d'intérieur, victime qu'on est régulièrement par le titre qui est galvaudé par
par beaucoup de monde. Dès qu'on parle de décoration, on parle d'architecture intérieure. J'ai participé au premier débat et j'entends le terme architecte d'intérieur énoncé. Bon, c'est sûr que pour nous qui avons des formations lourdes, où on travaille avec des architectes, où on a des notions, où on est des techniciens, on dépose des permis de construire, on remplit des notices d'accessibilité, de sécurité, on travaille le volume avant de travailler la décoration et le design. C'est vrai que ça nous fait, on souffre de ça, de ce titre qui est galvaudé. Donc le pôle action des architectes d'intérieur .fr. Donc il y a un site je dirais au niveau national des pôles action qui sont créés en Île-de-France, en Hauts-de-France, en Ouest de France. Pour les architectes d'intérieur qui nous écoutent et qui ne seraient pas aujourd'hui au Conseil français, je les encourage vivement de venir nous rejoindre, ces professionnels de compétences, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, pour effectivement on échange ensemble sur les réflexions du cadre de vie de demain, qu'on communique ensemble sur des formations pour former les plus jeunes, qu'on monte la profession en niveau, qu'on monte cette profession pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur le titre architecte d'intérieur et que demain, l'interlocuteur, avant de prononcer ce terme, se reprenne à deux fois. Voilà. Donc, c'est une association également qui a vocation plutôt effectivement à valoriser ce métier, mais surtout à le faire monter en compétences. Voilà. Et il soutient, bien sûr, Claire et le Conseil français dans cette démarche de reconnaissance du titre, voilà, qui nous paraît du titre architecte d'intérieur que l'ordre avait reconnu et souhaitait légitimer en 81 quand il a co-créé l'OPQAI. Voilà. Je sais pas si Claire, tu peux rajouter quelque chose sur le CFAI peut-être en complément sur la différence entre le pôle action et le CFAI. Je pense que tu l'as assez bien défini, à savoir que on est là plus à titre institutionnel et déontologie et déontologique. Voilà, défense aussi et valorisation, alors que au niveau du pôle action, vous êtes là plus pour fédérer, accompagner et communiquer sur aussi bien la profession, mais autour de la profession. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect aussi, une fois de plus, qu'on a à voir ensemble? Il y a un côté défense du métier, mais il y a aussi un aspect conquête, c'est-à-dire de communiquer, d'aller chercher des nouveaux marchés ensemble avec ces références-là. Enfin, je pense que nous, on défend nos valeurs, effectivement, de l'ameublement français et du fabriqué en France, et vos compétences d'architecte d'intérieur, et elles s'ajoutent, finalement. C'est peut-être intéressant de travailler sur cette démarche de conquête aussi par rapport à ça. Nous, on veut que demain, le titre architecte d'intérieur soit pas galvaudé et qu'il n'y ait plus aucune hésitation sur les compétences et sur les qualités et sur la déontologie que demande la profession. Voilà. Voilà, il y a des raccourcis qu'on entend partout, et ça, on veut l'annihiler, et on est plusieurs. Claire, bien sûr, Donatien à l'étranger, et tous nos prédécesseurs, et Dieu sait si on se bat pour cette reconnaissance depuis tant d'années. Et c'est vrai c'est de la conquête, effectivement, et le pôle action fait partie de ce bras armé du Conseil français. Voilà, et on est proche de nos architectes, et on est proche des jeunes, on est proche du terrain, et on se bat dans notre quotidien à valoriser ce métier et à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je voulais féliciter Donatien pour la qualité de son travail. Je suis très fier de faire partie de ta bannière et de ta corporation. C'est une fierté pour nous tous, je pense. Voilà. Mais effectivement, il y a des combats qu'on peut avoir ensemble, Philippe, bien sûr. En tout cas, c'est l'idée de cette invitation de ce matin, c'était de vous donner carte blanche. Mais merci à toi. De continuer à valoriser ce qui fait notre image de la France, hein, parce que, comme on disait, effectivement, sur un marché qui est très difficile en France, et les hôteliers restaurateurs qui nous écoutent, effectivement, savent quelque chose.
On a aussi à représenter la France à l'étranger pour faire venir des touristes et des congressistes de cette belle image du recevoir à la française. Enfin, c'est un petit peu notre thème de cette semaine, quoi. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux territoires pour les architectes d'intérieur? Je pense aux nouveaux lieux tertiaires, par exemple, le coworking. Est-ce que ça va dégager des nouveaux territoires de création pour les architectes d'intérieur? Il est, si je puis me permettre, je prends un peu la main, il est de fait, il faut pas se réinventer, parce que se réinventer, c'est pas le sujet, c'est pas le phénix. Il y a, à mon sens, un besoin d'évoluer, on va dire. Voilà. D'évoluer, et ça passe par l'hybridation. L'hybridation voulant dire qu'on est sur des multi-usages. Alors, tiers-lieu est le terme aujourd'hui, mais l'hôtel doit être multi-usage, n'est pas seulement, comme disait Bastien Bazin, j'ai envie que les gens viennent chez moi faire dodo, c'est pas suffisant. C'est dormir, c'est manger, bien sûr, de fait, se réunir, discuter, échanger. Il y a comme ça plein de liens, et ce travail-là doit être fait à chaque fois en fonction de l'environnement de l'hôtel. C'est pas quelque chose de général ou de générique. Quel est cet agora, ce nouveau lieu, comment le faire évoluer vers la ville, vers les besoins d'aujourd'hui. On voit qu'on a un besoin, on s'isole, et l'hôtel peut être un lieu où on peut se retrouver, une agora, quelque chose. Je crois que c'est cette direction-là qu'il faut donner sur l'hôtel de demain. Ça mériterait un autre webinaire, ça. Ça mériterait, bien sûr, parce que c'est là. On est en effet, on est pluridisciplinaire à ce niveau-là, et les disciplines sont plurielles, et c'est une problématique certaine. Là où peut-être en Asie certains hôtels ont déjà, parce qu'il y a des managements internationaux et autres, ont déjà intégré ces notions d'agora et de concentration des activités externes. Aujourd'hui, les petits hôtels, comme on sait, les 2, les 3 étoiles, ont une problématique, qui ne proposent que des chambres. Pour eux, c'est compliqué. Et puis Airbnb est venu bousculer un peu tout ça. Bon, je retiens l'idée d'un webinaire sur le sujet. Ce serait passionnant. Parce qu'on va intervenir différentes. Philippe, est-ce que je peux répondre à une question d'un de nos observateurs, en tout cas, rapidement, qui disait, pour pas la citer, je ne veux pas la citer, qui disait, oui, les architectes aujourd'hui s'opposent aujourd'hui à ce que on puisse porter le nom architecte d'intérieur. Alors là-dessus, je vais répondre. Les architectes sont à l'origine en 81 de la création de l'OPQAI, de l'Office professionnel de qualification des architectes d'intérieur. Il y a pas de doute auprès des architectes, et là que des compétences comme nous les demandons nous au Conseil français avec ces formations lourdes, il n'y a pas d'ambiguïté, si vous voulez, que le titre ils sont d'accord pour qu'on le porte. La problématique qu'ont aujourd'hui les architectes, c'est pour ça que le titre est galvaudé par des gens qui sont des pseudo-architectes d'intérieur, qui par leur travail ne démontrent pas qu'ils le sont, en tout cas dans la déontologie défendue par l'ordre et par le Conseil français depuis 40 ans. Et le pôle action est fait pour ça, il est fait pour faire fédérer toutes ces compétences du métier. J'encourage vivement toutes ces compétences du métier à venir rejoindre le pôle action, qui est la passerelle du Conseil français, pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté demain. Donc, pour avoir travaillé, Donatien, Claire et moi, avec des architectes, ils apprécient beaucoup nos compétences. Moi, j'ai fait l'extension de l'hôpital Lyon-Bérard avec un cabinet d'architectes à Lyon. Ils appréciaient les compétences de l'agence et son professionnalisme et sa technicité. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui galvaudent le titre et qui se permettent d'annoncer qu'ils sont architectes d'intérieur quand ils sont pas du tout dans nos fondamentaux. Voilà. Donc il faut qu'on se réunisse tous et qu'on se rassemble, et on va y arriver, vraiment. Il faut ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Donatien, merci Donatien, merci Claire. Merci. Merci monsieur Sadna, merci Philippe. Bonne journée à tous. Merci.